Bonsoir. Heureux de pouvoir discuter ce soir, cet après-midi, de cette question du 8 février 1962. C'est une commémoration importante parce que euh, c'est un drame qui s'est noué à Paris, à- au métro, au métro Charonne, mais c'est toute une histoire qui s'est déroulée en fait euh, dans le cadre de cette guerre de libération de l'Algérie, avec toutes les manifestations qui ont été organisées pour demander la paix en Algérie. Je pense que Henri, tu peux peut-être mieux expliquer que moi la manifestation, comment ça s'est passé. La manifestation d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui, mais du 6 février. Du 8 février, oui, mais c'est le 8 février 1960. Le 8 février 1962, c'est quasiment la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'elle aura duré encore un mois après ces événements. Le 8 février 62, la manifestation s'est déroulée contre les attentats commis par l'OAS, qui est l'organisation de l'armée secrète, des ultras de l'Algérie française et de l'extrême droite. Et cette manifestation s'est déroulée parce que le 7 février, la veille, l'OAS avait commis 10 attentats blessant un certain nombre de gens, de personnalités. Ces attentats, il y avait André Malraux qui avait été visé, il y avait eu Raymond Guyot qui était un dirigeant du Parti communiste qui était visé également, Vladimir Posner qui est un écrivain, et d'autres personnalités. Et une fillette de 4 ans qui logeait proche d'André Malraux a été une des victimes, grièvement blessée au visage et qui a été rendue aveugle. Et donc, face à ce nouvel attentat, les syndicats CGT, CFTC, l'UNEF, le Parti communiste, le Parti socialiste unifié, les jeunesses communistes, et le mouvement de la paix, ont décidé d'organiser une manifestation de protestation le lendemain, c'est-à-dire le 8 février. Cette manifestation a été interdite par le pouvoir à l'époque, le préfet Papon, de triste mémoire, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et le gouvernement à l'époque du général de Gaulle. Et cette manifestation, si elle a été interdite, elle a quand même réuni des dizaines de milliers de participants. On a parlé de 60 000 participants. Et la manifestation s'est terminée au métro Charonne. Et au moment de la dislocation de cette manifestation, au moment de cette dislocation, la police, les brigades spéciales de la police ont chargé les manifestants qui s'en allaient chez eux. Ils ont littéralement massacré les manifestants. Ils étaient armés de bidules. Ces espèces de petites matraques. Ce n'étaient pas des petites matraques. C'était, grosso modo, disons, des manches de pioche, des sortes de manches de pioche qui étaient plus grosses à l'extrémité et qui faisaient des massacres. Ils ont massacré des crânes, ils ont cassé les gens
Il y a donc eu 9 morts et des centaines de blessés. Voilà, cette manifestation s'est déroulée contre l'OAS, contre ces attentats, et elle manifestait la volonté de paix pour l'Algérie, la volonté d'indépendance pour les Algériens. Voilà, en gros. Mais la manifestation s'est déroulée près de 7 ans et demi après le déclenchement du conflit. Il s'est déroulé des événements très divers durant cette période. Il y a eu, au-delà de la guerre elle-même en Algérie, un soutien progressif des Français, des citoyens. Il y a eu notamment les jeunes appelés et rappelés, qui ont manifesté dans leurs casernes, qui ont manifesté en refusant, en arrêtant les trains qui les emmenaient pour l'Algérie. Ça s'est déroulé dès 1955, où il y a eu cette situation. Et la protestation grandissante ont amené ceux qui étaient responsables de ce conflit à se poser certaines questions, pour certains. À l'époque, le gouvernement, quand il y a eu le déclenchement du conflit le 1er novembre 1954, était présidé, le président du Conseil, ce n'était pas un Premier ministre à l'époque, c'était le président du Conseil, c'était Mendès France. Et le ministre de l'Intérieur, donc chargé du maintien de l'ordre, entre guillemets, en Algérie, c'était François Mitterrand. Ils ont déclaré à la radio, à l'Assemblée nationale, que l'Algérie, c'était la France et que le gouvernement allait tout faire pour arrêter disons, ce conflit, si l'on peut dire, de la part des Algériens. Mais les Algériens voulaient l'indépendance. Et le conflit s'est développé. Et à la fin de l'année 1955, Guy Mollet, qui était le secrétaire général du Parti socialiste à l'époque, et les formations de gauche radicales qui avaient soutenu l'Algérie française ont déclaré qu'il fallait mettre fin rapidement à la guerre, qu'il fallait faire la paix en Algérie. Et c'est sur cette période que la gauche, au cours des élections législatives qui se sont déroulées en janvier 1956, a gagné les élections et gagné la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Guy Mollet a été désigné comme président du Conseil et les Français pensaient qu'il allait y avoir la paix en Algérie. C'était le mot d'ordre des élections. Ça n'a pas été que le seul mot d'ordre, mais ça a été d'un poids très important, effectivement, pour les Français, que l'on dise que l'on arrête cette guerre et que les jeunes Français puissent retourner chez eux. Malheureusement, et relativement vite, Guy Mollet a renoncé, comme dans d'autres occasions, malheureusement, a renoncé à cette idée de faire la paix en Algérie rapidement.
il s'est laissé, à l'occasion d'un voyage qui a eu lieu en février 1956, il s'est fourvoyé avec les forces de l'ultra-Algérie française et il a fait grandir le conflit, la guerre, en envoyant toujours plus de jeunes, des appelés, mais comme il n'y en avait pas assez, il y avait les rappelés, comme on a appelé, qui ont fait 27 mois de service. Même plus pour certains. Et dans certains cas plus. Mais pour l'essentiel, ils ont fait ça, et ils ont fait ces 27 mois. Voilà. Et la guerre, elle s'est poursuivie avec une volonté d'écraser le peuple algérien. Par contre, les Français ont progressivement compris qu'il fallait changer les choses. Après les appeler, les rappeler, il y a eu des manifestations de la part du Parti communiste, du Parti socialiste unifié à l'époque. Michel Rocard, mais qui par la suite a changé quand même. Beaucoup. Et donc, il y a eu les forces syndicales, il y avait la CGT, la CFTC, l'UNEF, les étudiants qui étaient dans le coup, comme l'on peut dire. Et il y a eu progressivement une opposition qui s'est faite pour demander la fin de la guerre d'Algérie. Pendant ce temps-là, des forces diverses, plutôt personnelles, mais des forces diverses, des intellectuels, se sont prononcés pour la fin de la guerre, pour l'indépendance de l'Algérie, se sont prononcés contre les tortures qui étaient faites en Algérie de la part de l'armée française. Et c'est dans cette période de 56-57 qu'ont eu lieu les tortures qui ont été dénoncées par Henri Alleg, qui était le directeur d'Alger républicain, le journal. Il a lui-même été torturé et il a fait un livre qui était La Question, livre qui a été interdit par le gouvernement français, qui a été diffusé sous le manteau, comme l'on dit, c'est-à-dire clandestinement. Il faut savoir quand même que pour La Question, Henri Alleg était en prison à ce moment-là et qu'il a fait sortir page par page avec la complicité des avocats, l'ensemble de son texte, de ce livre, et que c'est comme ça que ce livre a pu être imprimé en Suisse par les éditeurs suisses qui, eux, ont fait beaucoup de choses, beaucoup aidé sur ce mouvement de libération. Voilà, exactement. Donc, il y a eu une opposition grandissante qui s'est faite et dire à l'égard du peuple algérien unifié, ont décidé de l'élire à la Chambre à l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Et pourtant, au mois de mai, de puissantes manifestations syndicales et politiques se sont déroulées avec des centaines de milliers de personnes pour s'opposer à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Mais il faut bien le dire, les forces politiques de l'époque, à l'exception donc du Parti communiste, ont fait voter pour l'élection de De Gaulle, et c'était une nouvelle étape dans la poursuite de la guerre d'Algérie. De Gaulle a profité de cette situation. Il a décidé de modifier la Constitution française
de mettre en place la Ve République, de modifier les scrutins électoraux pour pouvoir gouverner à sa guise. Et c'est comme cela qu'au mois de septembre 1958, la Ve République est née d'un référendum où malheureusement 80% des citoyens français ont voté. Mais s'ils ont voté, c'est parce que De Gaulle leur avait promis la paix. Les socialistes ont fait voter pour le référendum. La droite, les partis de la droite du RPF à l'époque ont fait voter pour le oui au référendum. Et c'est ainsi que s'est instauré ce pouvoir personnel avec une constitution à la botte du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, il avait essayé d'engager des forces plus grandes pour mettre fin à la guerre d'Algérie, mais il s'est vite rendu compte en 1959 que cela devenait de plus en plus difficile. Et c'est là qu'il a décidé de lancer ce mot d'ordre d'autodétermination pour le peuple algérien, ce droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit au peuple algérien de décider lui-même s'il veut rester la France ou si le peuple algérien veut vivre dans son pays et dans un pays indépendant. Mais les forces ultra pour l'Algérie française et fascistes ne l'ont pas pris de cette manière. Ils ont combattu ces idées-là et De Gaulle est resté relativement, comment dire, il était ambigu en quelque sorte. Ambigu parce qu'on sentait bien qu'il voulait maintenir l'Algérie française et en même temps, il voulait empêcher les autres forces d'imposer cette guerre et de refuser le droit à l'autodétermination. Voilà une période qui, en définitive, a abouti à la poursuite d'une guerre qui a continué pendant 3 ans et demi après l'arrivée de Gaulle au pouvoir. Il ne faut pas oublier, à mon avis aussi, que De Gaulle avait 2 objectifs importants pour lui. C'était les essais nucléaires au Sahara, pouvoir faire tous ces essais afin de détenir la bombe atomique comme démonstration que la France était une des principales puissances mondiales dans ce domaine. Et il y avait l'enjeu du pétrole saharien qui était le deuxième enjeu. Et les négociations qui se sont déroulées à Évian ont beaucoup traîné parce que justement, tant que De Gaulle n'avait pas obtenu d'avoir ce contrôle du Sahara, etc., il ne voulait pas lâcher le pied dans ce domaine. Ça a été un aspect important. Oui. Il y avait cette volonté de maintenir le contrôle économique, le contrôle économique et de maintenir le contrôle colonial, en quelque sorte, dans ce domaine. Et c'est vrai que De Gaulle, dans son ambiguïté, était tiré entre la volonté de maintenir les liens coloniaux et d'avoir des droits économiques en Algérie et en même temps
donner aux Algériens quelques droits en compensation de cette situation. Il faut dire qu'il y a quand même eu, de septembre 59 au mois de mars 62, près de 2 ans et demi entre la déclaration de Gaulle sur l'autodétermination et la fin de la guerre. Et pendant toute cette période, quand les négociations qui se sont déroulées d'abord dans le secret et ensuite publiquement, mais dans le secret, De Gaulle a constamment mis en œuvre des volontés, comme tu le disais, de maintenir les expériences atomiques au Sahara, de faire en sorte que le pétrole saharien serve les grandes sociétés pétrolières françaises comme Shell. Et l'une des raisons de la poursuite de la guerre, ça a été aussi ce que tu as dit, cette volonté, je dirais, politico-économique. Moi, j'aurais envie de donner un témoignage personnel sur cette période de la guerre d'Algérie. Moi, j'étais un de ces appelés qui ont fait la guerre d'Algérie, et j'étais en Algérie de juin 61 à mars 62. Je suis parti d'Alger le 13 mars 62. Une date que j'ai mémorisée, je ne sais pas exactement la date à laquelle j'y suis arrivé. Mais comme beaucoup de jeunes de l'époque, quand on avait vu des copains revenir totalement transformés, avec des traumatismes importants, et qu'on n'avait pas envie d'aller, et puis il y a eu quand même beaucoup de copains qui sont revenus morts de cette guerre d'Algérie. Donc on n'avait pas envie d'y aller, et donc j'avais obtenu d'avoir un sursis pour ne pas y aller. Mais aussi, dans cette période, il faut penser qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pratiquement pas de télévision, les postes de télévision étaient très très rares, il y avait quelques centaines à tout casser de postes de télévision en France, et donc l'information n'était pas ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec une information instantanée. Et quand je me suis retrouvé en Algérie en plus, non seulement il n'y avait pas ça, mais en plus il n'y avait même pas les journaux métropolitains. Si bien que moi, je n'ai pas su le problème de cette manifestation du 8 février 1962. J'étais à l'intérieur de la villa Suzini, qui est ce centre de torture qui a fonctionné toute la guerre d'Algérie, alors que les autres centres n'ont fonctionné que certains moments. Et là-bas, je n'ai pas eu l'information. Et je me suis marié le 8 février 1964, 2 ans après ces événements. Et je ne savais pas encore à ce moment-là ce qu'avait été le 8 février 62. C'est mon beau-frère, qui était membre du Parti communiste, qui me dit « Mais tu te maries ce jour-là » et qui m'a expliqué ce qu'avait été le 8 février. Parce que pour moi, c'était très peu connu, sauf parmi ceux qui avaient participé, mais comme la presse, etc., n'avait pas l'influence qu'elle a aujourd'hui et pas les moyens qu'elle a aujourd'hui, ça s'était resté relativement fait. Sauf que ce que tu n'as pas dit, mais qui est fondamental à mon avis, c'est le jour des obsèques, le 13 février 62, il y a eu à Paris près d'1 million de personnes qui ont défilé pour escorter les 8 corbillards qui ont été enterrés au Père-Lachaise. Et ça a été un impact tel dans la population française que ça a pesé lourd dans les négociations qui ont suivi après dans ce domaine. Mais je crois il faut replacer, je crois aussi, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, et surtout les jeunes, ne voient pas comment ça pouvait se dérouler à cette époque-là, compte tenu des moyens qu'ils ont aujourd'hui de voir l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. C'était un autre monde.
Alors, cette semaine anticoloniale, elle dure depuis vendredi soir, que nous avons commencé. C'est une tradition qui s'est développée depuis 2006. Elle a démarré doucement à ce moment-là parce que c'était la contestation. Ça voulait être la contestation de la loi du 23 février 2005, dans lequel le gouvernement avait voulu introduire un passage selon lequel il demandait que les enseignants enseignent le rôle positif de la colonisation, en particulier au Maghreb. Et ça a soulevé un tel tollé, en particulier auprès des historiens et des associations de droits de l'homme, qu'il y a eu toute une ébullition qui s'est faite dans ce domaine. Et à partir de là, on a réagi en essayant de faire une contestation. On s'est retrouvé pour l'anniversaire de cette loi devant l'Assemblée nationale à une centaine de personnes, mais avec le fait qu'il y avait eu 30 associations, une trentaine d'associations qui s'étaient regroupées dans un collectif pour dire on va continuer à agir pour que les idées du colonialisme disparaissent et qu'on puisse enfin agir dans ce domaine. Et c'est comme ça que cette semaine anticoloniale et antiraciste s'est développée. Et même, je crois que c'est en 2016 ou 2017, cette semaine a même duré un mois, tellement il y a eu de choses qui se sont développées. Et l'an dernier, elle n'a pas pu se tenir compte tenu des problèmes de confinement qu'il y avait. Mais petit à petit, maintenant, il y a près de 80 associations, peut-être même pas loin d'une centaine, qui se sont rapprochées, qui suivent, qui échangent régulièrement sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre d'événements, et que ça continue à avoir des réactions dans ce domaine. Surtout que le colonialisme, il est toujours vivant, parce que De Gaulle avait lancé une cellule au sein de l'Élysée qu'on a appelée la France-Afrique. Cette cellule, c'était la mise en place par Foccart de mercenaires dans les pays africains en particulier, qui mettaient en place ou qui éliminaient les présidents. Et ces présidents qui restaient en place s'étaient corrompus pour pouvoir y rester et étaient à la botte de la France, avec en plus une gestion financière du franc CFA qui était gérée par la Banque de France, qui permettait ainsi au pays d'être contrôlé économiquement sans avoir leur mot à dire. D'ailleurs, en 1984, ce franc CFA a été dévalué de 50%, c'est énorme, et ça a provoqué une catastrophe économique dans de nombreux pays africains, le Sénégal, le Mali, le Niger, etc. Et sans que ces pays aient la moindre chose à dire, si bien que les problèmes d'école, de police, d'armée, etc., ont été complètement désorganisés dans l'ensemble de ces pays. Donc, on est avec Henri Kuckerman, qui est le président de cette association Droit et Vérité et Justice pour Sharon, qui s'est constituée pour entretenir la mémoire de cette catastrophe et pour qu'elle puisse suivre. Et puis, il devrait y avoir Laurent Panier qui est présent, qui nous suit par et Laurent qui intervient parce que responsable de la CGT, il soutient donc le mouvement le souvenir de ces militants CGT qui ont été massacrés ce jour-là. À toi, Laurent. Oui, merci Henri. Donc moi, je suis Laurent Panier, je suis secrétaire de l'Union régionale CGT Île-de-France, et à ce titre-là, nous faisons vivre depuis maintenant plusieurs années
Et nous apportons tout notre soutien, je dirais, matériel et syndical et politique à l'association donc présidée par Henri Tuckerman, Comité Vérité et Justice pour Charonne. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la CGT a été quasiment initiatrice de cette manifestation avec André Tollet. Et puis aussi parce que des 9 morts qui ont été tués par la police à Charonne, tous étaient membres de la CGT. Donc voilà, c'était l'union départementale de la Seine à l'époque qui appelait à cette manifestation avec les forces politiques et syndicales qui ont été citées précédemment. Et nous, l'Union régionale Île-de-France, nous sommes les descendants de cette union départementale de la Seine. Donc pourquoi bien évidemment pour la mémoire, et puis pour se commémorer, mais aussi se souvenir du rôle qu'a pu avoir le mouvement syndical, et en particulier la CGT, dans toutes les luttes contre le colonialisme. La CGT a été très impliquée quand même, notamment sur la question de la guerre d'Algérie, et y compris, là, pour revenir à ce qui est notre propos aujourd'hui, le 8 février 1962 a été parmi les premiers à appeler à la riposte suite aux attentats de l'OAS. Donc c'est se commémorer, se souvenir de ce qui s'est passé, mais aussi, je dirais, réfléchir au regard de l'actualité d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le fascisme qui avait tissé sa toile jusqu'au plus haut niveau de l'État à l'époque de la guerre d'Algérie, il est toujours présent, bien présent, il est toujours aussi dangereux. Et aussi par rapport aux violences policières qu'on peut constater, qui sont toujours présentes, qui sont toujours qui sont toujours présentes. Il suffit de regarder les manifestations récentes et les manifestations un peu moins récentes qui ont eu lieu depuis depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, avec des véritables volontés que ça se passe mal. Donc voilà, et toutes ces questions qui sont toujours d'une brûlante actualité sur la répression, tout ça, ça nous conforte dans notre combat à la fois mémoriel, mais aussi à la fois sur le combat que peuvent mener les organisations syndicales, les associations, les partis politiques progressistes, sur à la fois le devoir de mémoire, mais aussi en s'inscrivant bien dans la réalité d'aujourd'hui, et puis porter un autre projet de société. Voilà, c'était un peu là-dessus, moi, que je voulais revenir. Moi, je voulais juste dire quelque chose par rapport à Charonne. Évidemment, moi, je suis né bien après la manifestation, mais quand même, en tant que Parisien, c'est quelque chose qui compte. La manifestation de Charonne, au même titre que celle du 17 octobre 1961, où les Algériens ont été massacrés par la police et certains jetés dans la Seine, ça fait partie de l'histoire de Paris et ça fait partie de l'histoire de la mémoire aussi des Parisiens. Moi, mes parents étaient déjà parisiens à l'époque, et même s'ils n'ont pas participé aux manifestations, ils m'en ont parlé. Moi, ma première rencontre avec la manifestation de Charonne, c'est par l'intermédiaire d'un film. C'est par l'intermédiaire du film de Diane Curis, Diabolomante, où il y a toute une séquence où il y a un passage où une lycéenne raconte cette manifestation qu'elle a vue par sa fenêtre, et ensuite aussi les funérailles. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose où il est important d'avoir ce devoir de mémoire et de continuer et de travailler avec toutes les forces je dirais, disponible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons commémoré pour le 59e anniversaire et nous allons tout de suite nous mettre à préparer la commémoration de l'an prochain pour le 8 février 2022, donc, qui marquera le 60e anniversaire, donc date ronde, ainsi qu'à la fin de l'année, le 17 octobre 2021, marquera le 60e anniversaire du massacre des Algériens à Paris. Voilà, ce sont deux dates qui sont forcément indissociables et deux dates qui, comme je te disais, s'inscrivent dans la mémoire de nos organisations et aussi dans la mémoire du territoire.
Oui, oui. Et cette commémoration, c'est tellement important qu'il faut vraiment qu'on continue à le faire. Le rapport de Benjamin Stora, qui est d'actualité, puisqu'il vient d'être publié il y a quelques jours, a oublié d'évoquer ce 8 février 62. Et pourtant, ça a été l'élément, je vais dire, qui a permis, compte tenu de l'ampleur de la réaction qu'a provoqué ce 8 février, qui a été le déclencheur de la fin de la guerre d'Algérie, parce que un mois après, comme le disait Henri, le cessez-le-feu a été signé le 18 mars 1962, donc un mois et 8 jours après. Quoi. Donc, je crois que, oui, la manifestation du 8 février, qui était donc une réponse aux attentats de l'OAS et qui demandait la paix en Algérie, a pesé dans la décision prise par De Gaulle d'accélérer les négociations et enfin de prendre en compte le fait que l'Algérie c'était un tout sur le plan économique, politique, intellectuel. Donc, ça a été ainsi. Mais je crois ce qu'il faut dire, c'est que la guerre d'Algérie est le fruit de 130 années de colonialisme, avec des massacres considérables. Pour ne prendre, on pourrait prendre tous les massacres qui ont eu lieu pendant le 19e siècle et le début du 20e siècle, massacres de toutes sortes, mais pour ne prendre que ceux de 1945, de Sétif, d'Oran, avec des dizaines de milliers de morts algériens, tout cela, ça a pesé dans la décision de nationalistes algériens de déclencher le conflit le 1er novembre. Et la guerre, qui s'est poursuivie pendant ces 7 ans et demi, elle a été le fruit de ce colonialisme pendant 130 ans. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le peuple français, dans sa grande majorité, il a voulu non seulement la fin de la guerre, mais il a voulu s'exprimer pour le droit à l'autodétermination du peuple algérien. En janvier 61, il y a eu un référendum où 75% des citoyens se sont prononcés pour le droit à l'autodétermination. C'est De Gaulle qui avait décidé de ce référendum. Et à partir de là, on voyait bien comment pesait lourd dans la volonté que l'on mette fin à cette guerre et qu'on donne le droit à l'indépendance des Algériens. Et l'une des questions qui est posée aujourd'hui, et que Laurent Panier a précisé par rapport à la situation politique d'aujourd'hui, c'est que c'est un problème d'ordre fondamental qui est posé. C'est celui de la démocratie. La démocratie, quand il y a eu ce référendum avec 75% de gens qui se prononçaient pour, et l'OAS et les forces fascisantes qui refusaient cette expression démocratique, qui voulaient imposer leur point de vue. Et aujourd'hui, on voit bien qu'alors qu'une majorité de Français veut mettre fin à la politique de restriction sur le plan économique, social et autres du gouvernement, eh bien, ce gouvernement aussi refuse d'entendre ce que veulent la grande majorité de nos citoyens. Et faire en sorte que la démocratie soit un élément déterminant et moteur pour permettre à la grande majorité des gens de vivre dans des conditions meilleures, ben c'est celle
que réclamaient également des conditions meilleures avec un droit à l'indépendance des Algériens, mais aussi des Français. Voilà, je crois qu'il faut voir que la volonté des Français exprimée au référendum, eh bien, elle a porté ses fruits et la manifestation et les obsèques qui ont eu lieu le 13 février ont été déterminantes pour mettre fin à cette guerre. Alors, pour clore cette soirée, je crois que je vais rappeler un petit peu les prochains événements qui vont avoir lieu. C'est mardi, demain, donc, il y aura un débat sur mettre fin à l'apartheid israélien. Et quand on voit ce qui se passe actuellement à Israël et Palestine, c'est des choses qui sont importantes par rapport à la volonté de maintenir ce sionisme tel qu'il est actuellement. Il y aura aussi un débat après, demain, sur une école à décoloniser. Et puis, mercredi, il y aura deux débats. Il y aura un débat sur l'Algérie à nouveau sur le devant de la scène. On reviendra sûrement sur un certain nombre des points qu'on a développés longuement aujourd'hui, mais on les développera mercredi. Il y aura aussi un parcours militant du Pays Basque, puisqu'il y a aussi une domination où les aspirations d'autonomie, d'émancipation sont mises en cause. Jeudi, ce sera sur la question de l'émancipation pour le Cameroun, le Togo, le Sahara occidental et la jeunesse qui s'organise pour obtenir une émancipation dans ce secteur. Vendredi, ce sera au cours du livre. Nous vous écrivons depuis la Révolution les témoignages de femmes internationales au Rwanda, au Rojava, qui va paraître en mars prochain. C'est tout un débat sur ces questions de l'émancipation, que les femmes ne puissent jouer leur rôle pleinement et ne soient pas victimes, comme elles sont trop souvent actuellement, de système patriarcal. Et pour terminer la semaine, samedi, il y aura, ça commencera dès 14h samedi, avec la campagne de BDS, c'est-à-dire le boycott des denrées israéliennes, comme il y avait eu le boycott pour l'Afrique du Sud, et qui avait qui avait été très efficace pour stopper l'apartheid en Afrique du Sud. Et ce même type de combat commence à porter déjà des fruits parce qu'il y a un certain nombre de grosses entreprises qui ont abandonné l'idée d'investir et de réaliser de grands projets en Israël. Ensuite, il y aura pour la vie des apatistes qui revisiteront les 5 continents. Et puis, pour terminer, il y aura sur le Sahara occidental ce pays qui est sous domination marocaine depuis des années et à qui on refuse de pouvoir appliquer le référendum dont ils auraient besoin pour pouvoir avoir le droit à l'autonomie réelle dans ce domaine. Et quand on voit que Trump, juste avant de céder le pouvoir, a fait une pression énorme en demandant au Maroc de nouer des relations avec Israël, mais en contrepartie, il aurait un soutien pour maintenir sa présence au Sahara occidental. On voit tous ces enjeux internationaux, l'importance qu'ils revêtent, et donc l'importance que nous donnons à tous ces débats sur ces questions de néocolonialisme, parce que en fait, le colonialisme, il reste encore, et le colonialisme, il ne vit que par la gestion du racisme, en considérant que des peuples sont inférieurs aux autres et qu'ils doivent être dominés. Donc, c'est tous les objectifs que nous voulons défendre, et nous vous donnons rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour essayer de voir, même si c'est difficile dans les conditions sanitaires,
et que les versions par web, etc., c'est pas idéal, mais tant pis, il faut faire avec ce qu'on peut, comme on peut. Bien, moi je voudrais insister sur ce que j'ai dit à la fin. Il faut accorder des droits démocratiques dans tous les domaines de la vie de tous les jours, dans la gestion des collectivités, dans la gestion des entreprises, dans le droit du travail, dans les droits sociaux. Il faut que soient mises en œuvre des mesures de caractère démocratique qui permettent aux citoyens de s'exprimer et de décider. On voit bien ce qui a manqué à cette époque-là et qui manque encore aujourd'hui. Il faut absolument défendre les droits démocratiques, les développer et permettre ainsi le développement d'une société qui soit quand même plus juste pour l'ensemble des citoyens. Et de vrais services publics. Parmi les droits démocratiques, le service public est une des questions déterminantes. Oui, je dirais bien un tout petit mot. Quand on voit les problèmes de la pandémie aujourd'hui, si on n'avait pas limité les nombres de lits d'hôpitaux, etc., on ne serait pas forcément dans les mêmes difficultés qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que la médecine, les médicaments, la recherche, etc., ont été sacrifiés au nom du profit. Et quand on voit les problèmes avec Sanofi, qui distribue des milliards, qu'on a ses actionnaires, pardon, et qui ne travaillent pas pour améliorer les médicaments, etc. Quand on voit l'utilisation financière de ces problèmes de santé, on peut dire qu'aujourd'hui, on marche sur la tête parce que vraiment, c'est une nécessité pour les peuples qu'on ait une médecine de qualité avec les moyens nécessaires et qu'on puisse vraiment s'en sortir de façon efficace. Oui, c'est un exemple frappant entre ce que les gouvernements des années aujourd'hui et des années précédentes, ces gouvernements qui ont pratiquement mis en cause le bon fonctionnement des hôpitaux en diminuant le nombre de lits dans les hôpitaux, le nombre de personnel dans les hôpitaux et en réduisant les crédits pour les hôpitaux et la recherche et tout ce qui concerne la santé, on voit bien qu'il y a entre les décisions de l'État et la volonté exprimée par l'ensemble des citoyens et par l'ensemble du corps médical, de soignants, etc., il y a un fossé, c'est celui de la démocratie qui est en cause, une majorité qui subit et un pouvoir qui veut imposer. Eh bien, il faut que la démocratie gagne. Oui, moi j'aurais voulu ajouter un petit mot si c'était possible, puisqu'on n'est pas tout à fait fini. Mais d'abord, à propos du sujet qu'on a abordé, tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait 2 millions de personnes aux obsèques et vous ne comptez pas toutes les personnes en province qui écoutaient la radio. Parce que moi j'avais 14 ans à l'époque, on était devant la radio et mon père était accoudé et c'est là que j'ai vu pour la première fois mon père qui pleurait en écoutant les comptes rendus des obsèques et cette marche funèbre dans les rues de Paris avec un grand silence de la manifestation de ce cortège. Je voulais maintenant, pour le collectif de sortir le collectif d'organisation de la semaine anticoloniale, vous donner un petit écho
de l'audience qu'a donné les premières conférences de la semaine anticoloniale qui a commencé vendredi dernier. D'abord, la page Facebook qui a été visitée, celle de la semaine anticoloniale qui a été visitée 2000 fois environ, avec ses 329 abonnés maintenant, et les événements, les vidéos qui ont été enregistrées, eh bien, elles ont été vues sur la page, c'est-à-dire que sans compter sur YouTube, plus de 4200 fois. Donc, c'est dire tout l'intérêt d'avoir maintenu cette semaine sous cette forme virtuelle. Et puis, en espérant que eh bien, les apatistes, on pourra les accueillir au mois de juin dans leur grande marche qu'ils vont faire en Europe. Et voilà, donc, bonne continuation pour les auditeurs. Continuez de suivre en direct ou en différé les événements qui se passent sur la semaine anticoloniale. Et bonne soirée à tout le monde. Pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi pour le débat entre les trois jeunes Africains et Africaines sur la participation des jeunes dans les luttes d'émancipation en Afrique. Au revoir à tout le monde. Au revoir. C'est chaud. Ouais. On va s'épêcher de prendre le métro. Moi, ma fille, elle a voulu m'emmener. Alors, elle m'a emmené. Bien. Maintenant, c'est dans les... Voilà, ma mission est dans la boîte et c'est relié sur Internet. Pourquoi? Notre page Facebook de la semaine anticoloniale. Et elle est diffusée sur la RFPP. Elle est diffusée sur la RFPP en direct. D'accord. Sur la radio. Bon, merci. Je vous en prie. Au revoir. Alors, je vais dépêcher de récupérer mon épreuve de mon frère. Ok, on est voilà. Salut,